Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée d'Aix-Marseille Université. On est très heureux de vous accueillir ce soir dans cette maison, dite la maison des astronomes. Et donc vous verrez qu'on aura l'occasion de se mettre un peu la tête dans les étoiles, de parler de recherche, de création, d'art, et donc de cette Méditerranée en trait d'union, pour reprendre le fil et de la thématique centrale de Manifesta. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Alia Septi, qui est une des co-commissaires de l'ensemble de Manifesta, qui est aujourd'hui à Berlin, qui n'a pas pu être parmi nous pour les meilleures raisons du monde, et donc, mais elle est quand même parmi nous par le son et par l'image. Et donc Alia va dire quelques mots de bienvenue, mais aussi d'introduction à ce projet que nous avons inventé en commun depuis 6 mois ou 1 an, à faire des pings et des pongs entre Berlin et Marseille. Et voilà, ça donne cette soirée où on peut se retrouver ensemble. Donc je lui passe tout de suite la parole. Je la reprendrai ensuite pour introduire la problématique de l'ensemble de ces soirées. Et puis nous aurons le premier set, puisqu'on a envisagé ça comme un des moments de jazz quasiment. Et donc on aura un premier set avec des solistes de haut vol, Samia Eni, Sarah Wadou et Fabrice Denise. Et puis nous aurons ensuite Pierre Gianetti, cuisinier lui aussi de haut vol, qui est en train d'installer dehors et qui donc va préparer une performance culinaire. Nous irons ensuite manger ensemble et il y aura ensuite un moment d'émission, d'écoute à partir du travail au long cours que Samia Eni a mené ici, donc avec Radio Grenouille. Donc voilà le programme de la soirée. Je vous souhaite un bon moment. Pensez à éteindre vos téléphones portables parce que cette soirée est enregistrée et diffusée en streaming sur le site de l'IMERA, la chaîne YouTube de l'IMERA, ce qui nous permet d'être une 50aine ici, mais un peu plus, je pense, à l'extérieur et dans le monde entier. Je voudrais aussi vous adresser les salutations du président de l'IMERA, Denis Bertin, qui est venu ici pour vous accueillir, mais il a une réunion Covid pour la rentrée universitaire qui a lieu à 18h15 et il ne peut pas y échapper, donc je pense qu'il nous rejoindra tout à l'heure. Mais voilà, en son nom, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à l'IMERA. Et je passe tout de suite la parole à Alia, Mrs. Ping de Berlin. Est-ce que... Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. On va pouvoir monter un peu le son si c'est possible. Alia Septi, en personne. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ces 3 soirées de rencontres autour des Méditerranées et Trait d'Union, avec un point d'interrogation. Avant de démarrer, je voudrais dire un énorme merci à Thierry Fabre, Monsieur Pong, donc avec lequel nous avons fait un échange de ping et de pong depuis presque 2 ans maintenant pour tisser ensemble ce programme. Mais aussi un grand merci d'avoir pu avoir d'avoir pu créer cet espace de liberté, de discussion et de conversation. Et j'espère vraiment que ces rencontres aujourd'hui, demain et après-demain, c'est juste le début d'une longue conversation. De façon très courte, parce que vous allez écouter des personnes absolument incroyables pendant 3 jours, donc je vous promets que moi ça va être très très court. Autre promesse aussi, je ne vais pas me cacher derrière de grands concepts, et puis je vais parler de façon extrêmement simple. C'est avant tout, je voulais prendre la parole pour remercier les personnes qui ont rendu ce projet possible. Donc bien sûr Thierry, mais aussi Myriam Saïdi, Estelle Muri, Nicolas Artel qui ont assuré la recherche, la coordination, l'organisation de ces rencontres. Un grand merci à l'équipe de l'IMERA et de Manifesta, et sans lesquelles ce n'aurait pas été possible, surtout vu les conditions assez extrêmement difficiles, d'avoir pu aussi avoir ces moments que je puisse vous parler déjà depuis Berlin, que Chiara Bertola puisse parler demain depuis Venise, ou Driss Xikes mercredi depuis Rabat. C'est vraiment une grande opportunité et merci à toute l'équipe d'avoir rendu ça possible. La Trait d'Union
En gros, l'agenda caché, le but de ces rencontres, c'est de montrer qu'il existe d'autres formes de parler, de formes d'être ensemble et de vivre ensemble autour de la Méditerranée. Surtout quand on écoute les nouvelles ces derniers jours et de la gestion vraiment catastrophique de la crise des réfugiés, qui est très symptomatique aussi d'une espèce de forme d'arrogance d'un certain nord versus un certain sud. C'est encore plus urgent de montrer qu'il existe d'autres formes de vivre ensemble, de travailler ensemble. Et voilà, donc c'était vraiment l'idée de mettre ensemble, de rencontrer et d'écouter des personnes dont la pratique, l'éthique, la façon de travailler et la façon d'être tout simplement ne se cachent pas derrière des grands concepts, mais juste prennent la place pour faire de la place. Et ça, c'est absolument incroyable. Et c'est leur façon de travailler avec, que ce soit un artiste avec un autre artiste, un commissaire avec un artiste avec d'autres personnes, et d'ouvrir les champs du travail ensemble, d'ouvrir les champs du possible, ça a été une très grande source d'inspiration pour Thierry et pour moi-même. Et l'idée, c'est juste de créer un prétexte pour enclencher ces rencontres, pour enclencher ces conversations, d'écouter les uns les autres, d'apprendre et de s'ouvrir un petit peu aux pratiques des uns des autres. Et donc, c'est pour ça que je voudrais, je suis extrêmement reconnaissante à l'ensemble des participants d'avoir accepté d'être avec nous dans cette aventure, online et offline. Un grand merci à Samia, Sarah, Fabrice, Denis. Donc nous étions convenus avec Alia qu'après son ping de Berlin, je ferai un pong de Marseille. Et donc je vais passer à Marseille, au moins en présence, il y a un peu moins d'aléas. Et puis de toute façon, je pense qu'on rétablira la connexion et elle pourra reprendre la parole tout à l'heure pour suivre la première table ronde. Donc je voudrais effectivement partir de Marseille pour cette série de rencontres Méditerranée Trait d'Union. Marseille reste par nature une ville carrefour, un lieu de rencontre entre civilisations dans un monde méditerranéen où les rejets et l'isolement deviennent trop souvent la norme. Une passerelle entre les hommes, d'où qu'ils viennent, et les différentes cultures qui s'y rejoignent. Là est sa chance, là est son avenir. Ces mots de l'historien Émile Temim, qui conclut ainsi son histoire de Marseille, nous donnent, me semble-t-il, un cap et dessinent un horizon. Marseille, ville passerelle entre les hommes et les cultures. Là est sa chance, là est son avenir. Vous en conviendrez, c'est tout un programme, notamment pour Manifesta. Eh bien, c'est justement cet avenir que nous avons le désir d'explorer avec Alia Septi, en imaginant ces rencontres, ces conversations sous les platanes, cette recherche de passerelles et de traits d'union en Méditerranée. Il existe, il est vrai, tant de désunion entre nous, entre ces mondes, dans ce monde méditerranéen qui est le nôtre et qui est au fond plein de fracas, de violences, de guerres, qu'il s'agit de regarder bien en face sans jamais détourner le regard de ce qui nous arrive, et en cherchant même à être à la hauteur de ce qui nous arrive. Il est plus nécessaire que jamais, dans ces conditions, de fabriquer ensemble un possible monde commun. Nous savons bien les failles qui s'ouvrent devant nos yeux écarquillés, devant autant d'anéantissement, de rejet et de repli. Pour être dans l'actualité, pensons à l'incendie du camp de Moria à Lesbos ou à l'explosion qu'il y a eu cet été en plein Beyrouth. Pensons à cette fragmentation qui est à l'œuvre, à ce qui se défait, à ce qui se démembre. Cité à la dérive, pour reprendre le titre du grand livre de Stratis Tsirkas, grand auteur grec d'Alexandrie, et ces cités à la dérive ont d'ailleurs donné pour titre à la prochaine édition des rencontres d'Averroès à Marseille. Face à ce qui vient,
Nous avons donc plus que jamais besoin de fabriquer du commun, de contribuer à faire tenir ensemble la cité. Nous avons plus que jamais besoin de tracer des traits d'union entre les deux rives de la Méditerranée, de ce monde méditerranéen qui nous fait être ce que nous sommes, singulièrement à Marseille. Mais attention, rien de factice dans tout cela, nul faux semblant ou arrangement de façade. Les traits d'union que nous recherchons ensemble sont d'une toute autre facture. Ils relèvent de notre plan de consistance, comme dirait si bien Gilles Deleuze. Ils partent notamment de la reconnaissance des désunions, liées en particulier à l'histoire coloniale, à ces tentatives d'effacement dans la cité de tous ceux à qui on n'a pas su faire une place. Ce qui est devant nous, c'est une politique de la reconnaissance, la volonté de pouvoir enfin écrire une histoire à part égale, comme le dit si bien Romain Bertrand. L'exposition qui vient d'être présentée au Musée d'Histoire de Marseille dans le cadre de Manifesta, et dont nous allons parler ce soir avec Sarah Ouadou, Samia Eni et Fabrice Denise, participe à mes yeux grandement de ce changement de regard. C'est au fond cette quête de l'inespéré qui est au cœur de nos rencontres telles que nous les avons imaginées avec Alia Septi. Notre idée, ce dont nous avons rêvé ensemble, à travers donc ces ping-pong entre Marseille et Berlin, c'est d'ouvrir un espace de pensée aux artistes, aux critiques et aux commissaires d'exposition. C'est se donner le temps de penser ensemble, de prendre un peu de recul pour avoir la chance d'imaginer de possibles traits d'union, là où règne le grand fracas du monde alentour. Là où s'écrivent trop souvent dans la violence et dans la prédation des pages d'une histoire dans laquelle nous ne pouvons pas nous reconnaître ni nous retrouver. Cité à la dérive. Et si nous inventions d'autres chemins ? À commencer par Marseille. Oui, Marseille appartient à qui vient du large, comme le disait si bien Blaise Cendrars dans L'Homme foudroyé. C'est sous ce signe-là que s'est placée la nouvelle maire de Marseille, et tels ont été les premiers mots de son discours inaugural. Mais encore, mais après, qu'est-ce que cela signifie pour Marseille dans les années à venir ? Est-ce l'affirmation d'un désir d'imaginer de véritables traits d'union entre Marseille et la Méditerranée ? Je l'espère. Nous verrons bien ce qui se dessine dans les années à venir. Mais le mieux, c'est plus sûr, est de commencer tout de suite. De commencer par se prendre en main, sans attendre, avec Manifesta, sur le plan international. C'est justement ce que nous avons voulu rendre possible avec Alia Septi, en ouvrant cet espace de parole, de pensée, de critique, voire de controverse à l'Iméra. Quelques mots sur ce lieu qui vous accueille, qui est donc un institut méditerranéen de recherche avancée, fondation d'Aix-Marseille Université. C'est ici d'abord un lieu d'accueil en résidence pour des chercheurs, des écrivains, des artistes qui viennent passer 5 ou 10 mois ici. Je salue d'ailleurs Abdessamad El-Montassir, qui fut un de nos résidents, comme Émilie Sidia, qui est dans la salle, qui est toujours notre résidence jusqu'à la fin de l'année, et Anna Aremondo, qui est arrivée pas plus tard que cet après-midi et qui interviendra lors de nos rencontres de ces prochains jours. L'Iméra est donc un lieu de parole libre, un lieu où s'inventent des choses nouvelles, un lieu qui explore et qui expérimente à partir de 2 maîtres mots, internationalisation et interdisciplinarité. L'Iméra, dans le cadre de ce programme Méditerranée, est vraiment très heureux d'accueillir ces rencontres, conçues avec l'équipe de Manifesta, que je tiens à mon tour à remercier très chaleureusement, et je pense en particulier à Myriam Essadi, à Estelle Muri, à Nicolas Hartel et tous ceux qui ont contribué à rendre possible ces rencontres. Je pense aux équipes également de l'Iméra, que je remercie vivement, et en particulier à Alexandre Leung, qui est sur le pont pour ces 3 sarrés, avec les équipes de Manifesta, et aussi à Pascal Hurtado, qui est parmi nous. Et maintenant, qu'est-ce qui est devant nous ? Sans doute la possibilité de ce que j'appellerais volontiers depuis un certain nombre d'années, la Méditerranée créatrice. Pas une Méditerranée fossile, passéiste, prisonnière des décombres et des ruines, empêtrée dans le seul patrimoine, mais plutôt une Méditerranée ouverte, contemporaine, qui invente des formes nouvelles à partir de ses propres sources. Cela évoque ou convoque
quelque chose comme un Bauhaus propre à la Méditerranée, pour faire référence à cette grande école née il y a un peu plus d'un siècle entre Weimar, Dessau puis Berlin. C'est une référence ou une ressource, cette idée du Bauhaus, qui peut être inspirante pour nous aujourd'hui à la recherche d'un style de vie à la méditerranéenne du XXIe siècle, inspiré et nourri par la création contemporaine. C'est tout l'essence de ce que nous appelons la Fabrique de Méditerranée, collection que nous avons créée avec Arnaud Bisalion, que je salue, avec Maria Amal, qui a corrigé avec une si grande attention tous les textes. Le volume 2 de la Fabrique de Méditerranée va d'ailleurs paraître bientôt, début octobre. Il est le fruit d'un atelier de recherche qui se tient ici même et qui est co-dirigé avec Dionigi Albera et Mohamed Tozi. Mais revenons à cette idée de Méditerranée créatrice. Le temps n'est plus dans notre monde méditerranéen à imiter ou à importer une sorte de modernité venue d'ailleurs. Certains diraient une modernité blanche, qui imposerait ses catégories et ses canons esthétiques. Ce temps-là est révolu. Le monde méditerranéen n'est pas, ou n'est plus, une périphérie de l'Europe ou un appendice de l'Occident. Il dit le monde à sa façon, et énonce sa propre vision du monde à partir de ses regards et de ses voix, des récits et des formes qu'il crée. La mémoire coloniale existe toujours, bien entendu, avec tous ces traumas qui affleurent, comme le montre si bien mon amie Karima Lazali dans ses différents travaux. Il ne s'agit aucunement d'être dans le déni, bien au contraire. Et le temps du colonialisme, lui, heureusement, n'est plus. Il existe encore des rêves d'empire et des tentations hégémoniques, à ne jamais sous-estimer d'ailleurs. Reste qu'il est désormais possible de déjouer une telle emprise, d'écrire une histoire notamment artistique à part égale. Je ne sous-estime pas pour autant le poids des dictatures militaires, des régimes autoritaires, des projets politico-religieux ou des visées hégémoniques qui demeurent. Mais des espaces pour la création contemporaine existent néanmoins et il s'agit de les conforter. Telle est à mes yeux la raison d'être de projets internationaux tels que Manifesta. C'est en tout cas le sens, la vocation même de ces 3 soirées de rencontres à l'Iméra, Méditerranée Trait d'Union, que nous avons voulu avec Alia Septi. Un dernier mot pour conclure à l'ouverture de ces rencontres. Comme l'observe Salwa Luis de Bulbina, les arts aident à penser. Ils sont aussi des laboratoires de la pensée. C'est ce que nous allons tenter ensemble ici ce soir, en improvisant un peu dans le déroulement, je le disais, un peu comme des sets de jazz. Il appartient à chacun, selon son bon plaisir et sa liberté de penser et de créer, de tisser, de bousculer ou de rompre les fils qui nous relient. Trait d'union ou et de désunion. Suivons le fil de la parole des artistes, des critiques et des commissaires d'exposition ici rassemblés. Partons à la recherche de ce que Giacometti nommait si justement l'inconnu merveilleux. Un réel transfiguré qui permet peut-être d'entrevoir un au-delà du désastre. Et maintenant, la parole est à vous et j'invite Sarah Ouadou, Samia Henni et Fabrice Denise à me rejoindre sur cette tribune et on va commencer nos premiers échanges à partir de cette écoute. Je ne sais pas si Alia est à nouveau connectée, si elle veut nous dire un petit mot avant, mais je vous invite à venir sur la tribune tout de suite, si vous le voulez bien, à vous démasquer, puisque vous avez le droit, en parlant, de parler démasqué. Et est-ce que Alia nous entend ? Je vous entends. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien. Ah, super. Je vais la faire très courte. En fait, juste le temps pendant qu'on a une bonne connexion. Non, je voudrais juste vraiment remercier l'ensemble des participants. Vous avez eu de la chance, vous avez été épargnés par la longue mélopée où je passais en revue l'ensemble des personnes, mais je pense que c'est vraiment important le fil rouge, en fait, c'est que l'ensemble des personnes qui sont présentes pendant ces trois prochaines soirées de rencontres, elles ont dans leur façon de faire, d'être, elles remettent complètement en question
et elle propose une alternative vraiment fondamentalement différente de l'arrogance de la représentation. Chacun prend la place pour faire la place, et c'est ce qui est une énorme source d'inspiration. Donc, un grand merci à Samia, à Sarah, à Fabrice, à Mohamed et Catherine, à Yazid Oulab, à Émilie Sitia, à Chiara Bertola, Anna Raimondo, Abdesamad Muntassir, Gabriel Camuset, Franck Pourcel, Marie Beauvau, Katia Caméli et Adris Xikes qui clôturera ces soirées de rencontres. Et aussi un très grand merci à Thierry pour avoir pris la place, pour laisser la place à chacun d'entre nous, pour pouvoir montrer qu'il existe d'autres espaces de bienveillance, d'autres formes de vivre ensemble, de travailler ensemble et pas sur. Et aujourd'hui, demain et après-demain, c'est vraiment la preuve qu'il existe des alternatives fondamentales et qui perdureront, je l'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alia. Donc, je vais tout de suite passer la parole à Sarah Ouadou, à qui j'invite de prendre le micro. Je plaçais tout à l'heure ces échanges sous le signe de l'inconnu merveilleux, cher à Giacometti. Et il se trouve que vendredi, je suis allé visiter l'exposition qu'elle m'a pris par la main comme ça, donc au musée d'histoire. Fabrice, Denise et Samia Eni n'étaient pas là à ce moment-là. Et donc elle m'a amené dans la cheminée, dans cette exposition. Je lui dis, mais peut-être on pourrait montrer des images. Elle me dit, non, il n'y en a pas encore, ça qui va vous inviter, puisque, bon, Manifesta, c'est quand même des grandes expositions et beaucoup de rencontres et une effervescence à Marseille et à partir de Marseille. Et donc vous êtes chaudement invité à vous rendre dès demain au musée d'histoire. Et donc Sarah Ouadou, qui est au fond une artiste des deux rives, n'est pas très loin d'ici, et qui est aussi beaucoup au Maroc et maintenant dans le monde entier. Peut-être cette idée de ce qui justement a émergé comme fil conducteur dans ce musée d'histoire. Et peut-être on pourrait raconter, puisqu'on dit qu'on a commencé par Marseille, raconter cette espèce de four de céramique de Sainte-Barbe. Et puis, et comment une artiste éveille, lève un lièvre finalement, éclaire une part d'ombre d'un récit, d'une histoire, et à partir de là, fabrique à partir de son regard quelque chose. Sarah Ouadou. Merci, c'est très bien expliqué. C'est très juste. Non, j'ai juste introduit. C'est très juste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Sainte-Barbe? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans le musée et comment vous en avez tiré parti? Donc, la règle du jeu qu'on s'est fixée avec Alia et les artistes, c'est qu'ils ont 7 minutes chacun pour parler, introduire, montrer s'ils le souhaitent. Et puis ensuite, il est prévu évidemment un temps d'échange. Dedans, dehors, si on y arrive. Donc, je vois des gens bien allongés sur les chaises longues. Donc, Sarah, la parole est à vous. Très bien. Je vais vous raconter l'histoire qui m'a attirée à Marseille. Je vais juste la conter, très simplement. En 1997, lors d'une fouille archéologique, donc il y a eu de nombreuses fouilles archéologiques à Marseille, comme vous le savez. En 1997, dans le quartier de Sainte-Barbe, est découvert un four de céramique dit à technologie islamique. Et ce four, il date du Moyen-Âge, 12e, 13e siècle. Il a fonctionné pendant près d'un siècle. Je vous le raconte vraiment comme je l'ai vécu, ce sera comme ça, ce sera très simple. Il a fonctionné pendant près d'un siècle et il a produit des objets de céramique dont la typologie est complètement contemporaine, puisque ce sont des objets que j'ai chez moi, qui existent encore dans ma famille, que ce soit ici à Marseille, dans le quartier de Belzance, dans le Var ou au Maroc. Ce sont des objets que je connais très bien. Des plats, des objets du quotidien. Des objets du quotidien. Ce sont des objets domestiques qui existent encore, donc qui ont commencé à être manufacturés à ce moment-là, bien avant ce moment-là, mais qui se sont retrouvés à Marseille pendant près d'un siècle. Et donc l'hypothèse, donc j'ai rencontré, quand j'ai trouvé ce four au musée d'histoire de la ville de Marseille, j'ai tout de suite souhaité rencontrer les gens qui avaient qui travaillaient tous les jours autour de ce four. Qu'est-ce que ce four raconte au sujet de l'histoire? Pourquoi il est à cet endroit-là? Quelles sont ses définitions? Quels sont les mots qu'on lui prête? Comment on l'appelle? Pourquoi on l'appelle four à technologie islamique?
qu'est-ce qui est écrit dans les livres? Technologie islamique. Oui, pourquoi? Mais la question est grande ouverte, hein. Elle est toujours ouverte. Et j'ai exploré et sa perception populaire, sa perception actuelle des gens de tous les jours, mais aussi ses écrits et ses traces scientifiques. Donc, qu'est-ce que les archéologues ont écrit sur ce four? Qu'est-ce qu'il en reste? Et j'ai fait la première recherche qui a été effectuée est un travail autour des mots. Ce qui me semble important, parce que dans un musée, c'est la première chose que le visiteur va avoir, le contact visuel avec l'objet. Donc là, c'est quelque chose d'immédiat. On reconnaît tous ces objets, on les utilise encore. Mais aussi, comment est-ce qu'ils sont définis dans ce musée? Qu'est-ce qui est écrit juste à côté des objets? Et comment est-ce qu'ils sont définis scientifiquement? Donc il y a un premier travail sur les mots. Et j'ai décidé de faire des pseudo-calligraphies. On dira pseudo parce que je respecte aucune règle, ni même celle de la calligraphie, où je mets en très grand des sérigraphies qui reprennent four à technologie islamique, production d'origine orientale et africaine et production de terre rouge, qui sont les 3 appellations qu'on retrouve dans les documents scientifiques et dans les définitions du musée. Et ces mots-là m'intéressent particulièrement parce que déjà là, je trouve il y a une dualité, ce sont des mots très génériques scientifiquement, mais en même temps, de manière plus immédiate et locale, c'est aussi des mots qui vont m'interpeller directement. Enfin, moi, dès que je vois oriental et africain, j'y vais. Du coup, il faut les mettre en grand. Puisque l'histoire est toute petite, ce four, il n'y en a qu'un à Marseille. Il n'y en a qu'un qui a été trouvé. Il n'y a pas d'ossement humain. Donc c'est petit. Et j'ai décidé d'en faire une grande histoire. Donc c'est comment une artiste met des pieds dans le plat? Oui, j'ai sauté. En fait, c'est tout ce qui va s'articuler après ça, c'est une réflexion sur comment... C'est une réflexion, puis des œuvres. Enfin, vous avez manufacturé quelque chose, et donc c'est le déclencheur de quelque chose, de l'invention des formes. Mais ce qui était frappant quand on a visité, c'est qu'il me dit, mais quand même, c'est une histoire qui n'est pas extérieure, parce qu'on le lit, y compris dans les cartels du musée, à l'invasion barbaresque. Et ce que vous dites, c'est qu'au fond, ce four, on a retrouvé des traces d'objets de céramique dans les familles, etc. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé en disant, mais moi, si on m'avait raconté, quand j'étais scolaire, enfant, cette histoire, hein, les choses auraient été très différentes par rapport à l'histoire qu'on raconte d'habitude. Donc, en fait, ce qui est intéressant, puisqu'on est là dans les récits, et c'est une façon à partir d'une sensibilité, d'une approche artistique, de contribuer à changer le récit tel que l'histoire nous est racontée, et que ce four n'est peut-être pas si étranger que ça à Marseille, et que ça fait près d'une 8 ou 10 siècles que ça dure. Oui, c'est ça, exactement. C'est ce petit fil qui est tiré là avec le four. Cet objet, c'est un objet, mais en fait, il met en perspective tout un rapport au récit qu'on nous raconte pendant notre éducation scolaire. Enfin, moi, j'ai été éduquée ici, dans le Var. Et effectivement, si j'avais su que l'histoire de l'humanité, beaucoup plus tôt, que l'histoire de l'humanité était un constant échange et que c'était dynamique, et que même du coup les identités sont dynamiques et que rien n'est figé, je pense que j'aurais beaucoup mieux grandi, ouais. C'était plus simple. Et là, donc là, c'est l'idée de maintenant pouvoir les partager. Voilà, c'est ça. Alors. Et en fait, l'œuvre est un peu une façon matérielle de traiter des échanges et de parler de tous ces échanges entre Marseille et le monde arabo-andalou. Parce qu'en fait, ce four est arabo-andalou. Enfin, ce four est arabo-andalou. Technologie islamique, je l'ai renommé arabo-andalou. Parce que du coup, oui, ça, Al-Andalus qui enjambe les deux rives. Dans l'échange, les objets ont dû transiter. De tout ce que j'ai discuté avec les archéologues, ce que je comprends, c'est que du coup, ces arabo-andalous, donc qui devaient arriver d'Afrique du Nord et puis de l'Espagne, sont venus avec cette technologie différente de ce qu'il y avait ici, mais ces objets qui étaient consommés déjà par on savait qu'ils étaient consommés puisqu'il y avait ces bateaux commerciaux qui apportaient tous ces objets. Tu me corriges si je dis n'importe quoi. Je ne crois pas. Et du coup, on pense qu'ils se sont dit, ça fonctionne bien,
tentons notre chance et allons produire à Marseille. Et donc on pense que voilà, qu'ils sont venus, et c'est un échange, donc on fait un échange. Une des hypothèses, parmi d'autres, qui sera explorée après, mais on va en reparler, c'est que ce four de céramique aurait peut-être cheminé dans la faïence, avant Faenza peut-être, voilà. Enfin, en tout cas que cette histoire de céramique en passant par Marseille, ville-port connectée depuis une longue date avec la Méditerranée, finalement ça transforme peut-être les objets du quotidien, et en tout cas c'est au moins le rêve andalou que vous avez formulé. Oui, c'est ça. C'est un peu, mais pourquoi est-ce qu'on le raconte jamais, ce rêve andalou, même s'il n'est pas vrai? On a commencé ce soir, non? C'est ce que disait Alia tout à l'heure, c'est un commencement. Peut-être un dernier mot avant de passer la parole à Fabrice Denis sur ce que vous avez, vous, manufacturé, ce que vous avez créé comme objet, comme forme, comme os, pour comprendre, pour vous inviter à aller au musée d'histoire, voir cette exposition en 2 volets. On va parler tout à l'heure avec Samia Eddy, mais peut-être avant de laisser la parole au directeur du musée, au commissaire aussi de l'exposition, peut-être quelques mots sur ce que vous donnez à voir à partir de là. Du coup, ce qui en a découlé, l'idée c'était de donner à voir tout ce que le visiteur d'un musée ne voit pas nécessairement, et donc une sorte de vraie fausse fouille de Sainte-Barbe. Tout ce que Sainte-Barbe n'a jamais montré est montré aujourd'hui au musée. Et le musée vous invite à voir en fait ses réserves avec des sculptures. Enfin, en fait, ce sont des morceaux d'architecture ou peut-être des extraits de terre dans lesquels sont enfermés les os des objets du four arabo-andalou de Sainte-Barbe. Je dis les os des objets parce que du coup, ce rapport aussi à l'objet, il faut tout le temps le remettre aussi en perspective dans l'idée qu'un objet, il a été fait par quelqu'un. Et en fait, les objets sont les traces des gens qui étaient là. Et les objets ne sont pas que des objets. Et dans un musée d'histoire, c'est le meilleur endroit pour comprendre que les objets ne sont pas que des objets. Et du coup, pour appuyer sur cette idée, j'ai décidé de personnifier les objets et d'en faire des êtres humains, en fait. Et du coup, j'ai récupéré les profilés des objets et j'ai décidé de mettre dans des sculptures faites en savon de Marseille, comme je dis, héritier du savon d'Alep, qui a un autre échange. Et donc, toute l'œuvre est dans une disposition d'échange. Tout est double dans cette œuvre. Tout est une histoire d'échange. Et on rentre comme ça dans la réserve du musée, qui est aussi une allée de centre commercial, puisque le lieu où l'œuvre est présentée, c'est l'entrée du musée qui est connectée au centre commercial de manière directe. Donc on est dans un double signifiant et on a ces blocs de savon qui emprisonnent des os. Et ces os sont après disséqués sur des tables d'archéologues, qui sont des tables de marché de la Belle de Mai. Et voilà, et tout est un langage double. Et là, on voit tout le cheminement de réflexion d'un musée qui collabore avec son centre archéologique et qui se dit, et qui décide pour une fois de montrer à son public ce qui n'est pas vérifié, et qui laisse la porte ouverte à toutes les hypothèses, dont celle que les arabo-andalous ont apporté tant de choses peut-être. Eh ben, merci pour cette première introduction et invitation à aller voir. Je vous invite à passer le micro juste à côté. Donc, comment une artiste contemporaine éclaire un musée? Alors, comment ça s'est passé pour vous, Fabrice Denis, et cette relecture qui est née à l'occasion de cette exposition de Manifesta, et vous qui êtes arrivé au musée d'histoire, et donc tout de suite plongé dans cette aventure avec les artistes qui sont ici à la table ce soir. Comment un commissaire d'exposition et un directeur d'un musée d'histoire est confronté à des artistes contemporains? C'est pas si fréquent que des artistes contemporains soient dans des musées d'histoire. Et donc, comment est-ce que vous voyez ça? Je sais qu'il y a une table ronde ce matin au musée, mais au-delà de la leçon qu'on peut tirer et des traits d'union, parce que ce qui montre Sarah, c'est les traits d'union faits de céramique, au fond, qui sont là et que l'œuvre contemporaine fait apparaître. Fabrice Denis. Merci déjà de cette invitation. Enfin, c'est une chance pour nous, le musée d'histoire, que d'avoir pu être inséré dans la dynamique de Manifesta, très clairement. C'est une belle opportunité. Et je pense que déjà le discours de Sarah montre à quel point les problématiques qui sont celles d'un musée ne sont pas que la propriété intellectuelle de ceux qui travaillent dans le musée, et que ces problématiques peuvent être partagées et enrichies et augmentées par la présence des artistes. Et je pense que ce soit avec Sarah ou avec Samia, cette augmentation du récit et cette prise de distance par rapport à ce que l'on fait au quotidien dans un musée, c'est quelque chose d'excessivement riche. Concrètement, ça s'est passé il y a maintenant 2 ans.
puisque Sarah était à ce moment-là à la friche de la Belle de Mai, et on reçoit de la friche de la Belle de Mai une demande de rendez-vous pour une artiste qui s'intéresse au four. Alors là, déjà, c'est rare, hein, autant vous le dire. C'est plutôt une partie du musée qui est un peu plongée dans l'ombre, à tous les sens du terme. Et voilà donc quelqu'un qui n'est pas céramologue, qui n'est pas spécialiste de cette céramique-là, qui quand même demande à rencontrer des spécialistes. Donc moi, mon rôle consiste déjà à rapidement organiser cette rencontre et mettre à disposition de Sarah les spécialistes qui ont travaillé sur ces questions, donc que ce soit Solange Rizoulière. Et nous avons la chance d'avoir une céramiste dans l'équipe du musée, qui est donc Rachel Chollet, qui est par ailleurs médiatrice dans l'équipe du musée. Et donc Rachel, très vite... Donc, l'histoire de la céramique est une histoire intérieure au musée, en fait. Disons que le matériau céramique est un matériau qui irrigue toutes les collections du musée de la préhistoire à nos jours. Donc c'est le matériau le plus présent dans un musée comme le nôtre, et c'est vraiment... L'argile traverse, en réalité, toutes les productions culturelles, que l'on soit sur la chaîne de l'Étoile, sur des sites de 60 000 avant notre ère, jusqu'aux productions contemporaines que l'on trouve à bon marché dans certains centres commerciaux. Voilà, en fait, un matériau qui traverse toutes nos collections, et finalement, il n'y en a pas tant que ça. Donc, c'était pour dire que on ouvre un peu à la fois l'expertise du musée, on met à disposition des personnes, on connecte Sarah avec Myriam Morel. Myriam Morel est la première directrice du musée d'histoire de Marseille, qui en a assuré l'ouverture en 1983, et qui est une archéologue qui a passé une partie de sa vie sur les fouilles de la Bourse, mais aussi sur les fouilles de Sainte-Barbe. Donc voilà un témoignage direct de quelqu'un qui peut raconter la façon dont ces objets ont été décontextualisés. Hein, vous le savez, les archéologues détruisent l'objet même de leur recherche, et puis recontextualisés dans un environnement complètement baroque que l'on appelle un musée. Donc cette venue a été comme un catalyseur. Enfin, qu'est-ce que ça a produit, l'arrivée de Sarah par rapport au récit habituel, à la façon de présenter les choses au musée? Ça a changé un peu la donne? Disons que oui, en fait, on a compris que l'état d'esprit de Sarah était vraiment celui d'une enquêtrice, en quelque sorte, et qu'elle se mettait dans une démarche d'investigation scientifique, avant tout, pour construire son projet. Et donc cette façon d'attraper le musée par le langage des sciences, dans une optique de restitution, donc de médiation et de diffusion, et de transformation, c'est finalement une approche très muséologique, très muséographique, qui nous parle. Nous, musée, on ne fait que ça, on ne sait faire que ça, je dirais. Donc on s'est rapidement trouvé à discuter, comme on pourrait le faire avec n'importe quel collègue de musée, disons. Et voilà, je crois que la confiance est arrivée rapidement, et les équipes de Manifesta ont été facilitatrices dans tout ça. Je pense notamment à Flora qui est ici. Et donc je pense que cette mayonnaise a pris assez vite, parce que je crois qu'on regardait dans la même direction. On était curieux de voir où est-ce que cette aventure allait bien pouvoir nous amener au plan formel, c'est-à-dire la partie visible de cet iceberg, mais cette idée de venir éclairer des collections un peu dissimulées dans le musée, de faire un travail de médiation partant d'un corpus scientifique, et de proposer du coup un discours un peu alternatif au discours un peu normé du musée, fait qu'on passe du musée d'histoire de Marseille au musée des histoires de Marseille. En réalité, il va peut-être falloir qu'on change de nom d'ailleurs suite à l'intervention. Il va falloir refaire des logos, des papiers en tête. Enfin, ça va coûter très cher. Oui. Mais c'est ça. C'est ça l'accueil des artistes. Ça dévante un peu parce que quand on a fait la visite avec Sarah, on est tombé devant une jarre, parce qu'effectivement. Et puis il y avait cette, je l'ai photographié parce que ça m'a quand même un peu saisi. Ce cartel, au 8e siècle, les Arabes font des razzias en Provence, où ils s'installent, matériel mis à jour, dans cette épave sarrasine. Et puis derrière, il y a une carte avec les croisades. Et qu'est-ce que les croisades ont à voir avec Al-Andalus? Pas bien. Donc j'ai l'impression que quand même toute cette histoire qui
et justement réveiller, on parlait d'histoire à part égale, d'histoire connectée, d'histoire monde, etc., qui sont des nouvelles façons d'écrire l'histoire aujourd'hui, hein, Sanjay Subramanian, Patrick Boucheron, et aujourd'hui ici Julien Loiseau et tant d'autres, eh bien, l'impression que ça n'a pas encore passé dans le récit des musées, que peut-être une artiste comme ça, gentiment, et de façon, je dirais, calme et déterminée, dit, mais il y a peut-être une autre histoire à raconter, il y a peut-être un autre fil à tirer. Donc, comment est-ce que vous avez ressenti? Alors, j'imagine, visiblement, avec beaucoup d'intérêt, mais qu'est-ce que c'est susceptible de faire bouger, est-ce que on est plutôt dans le trait d'union ou dans la désunion, là? Je cherche un peu. Hein, J'aurais tendance à dire qu'on est dans la confiance. C'est déjà pas mal. Voilà. Et cette confiance fait qu'on serait tenté dans le musée de vouloir peut-être un peu orienter le projet, malgré nous, parce qu'on partage une passion commune pour le discours sur l'objet et pour le sens du patrimoine aujourd'hui dans la société. Ça veut dire quoi de former des vitrines avec ces objets sortis de terre dans des fours? Mais je crois qu'il y a cette confiance qui est un gage de qualité dans le projet. Et puis aussi, de façon très opportuniste, le musée donc, a cette configuration unique, au moins en Europe, si ce n'est peut-être au-delà, d'être coincé entre un site archéologique et un centre commercial. Et donc c'est quand même quelque chose qui inspire cette double entrée du musée, inspire finalement le projet, puisque le projet pointe la question de la massification de l'objet culturel. Typiquement, la céramique, c'est un objet qui est produit par millions d'exemplaires, qui est un multiple, et le travail et la typologie et la restitution graphique du travail de Sarah montrent cette question de la massification, mais c'est aussi une approche très fine et très subtile du travail de l'archéologue dans l'interprétation de ses résultats. Et donc, cette approche de Sarah s'inscrit bien dans cette grande singularité du musée d'histoire, coincée entre deux époques, en quelque sorte, entre deux mondes, qui ne s'opposent pas. Et elle relie, et le musée relie en réalité, dans ces espaces, cet extérieur qui est le port antique et ce centre commercial. Et du coup, le musée qui, en ce moment, nous avons une réflexion sur le réaménagement de cet espace, ou l'aménagement tout court de cet espace d'accueil qui ouvre sur le centre Bourse, eh bien, voilà quelque chose de très inspirant qu'une approche par la création artistique pour chercher à susciter un regard neuf sur ce musée quand on y accède par un centre commercial. Chose étrange quand même. Le Louvre a fait l'inverse, ils ont créé un centre commercial dans le musée, mais nous sommes tout à fait un visiteur inattendu et un objet inattendu dans un programme d'aménagement qui s'appelle un centre commercial, et le musée est le résultat d'un compromis entre le maire de l'époque et le ministre de la Culture, qui était André Malraux. Donc ce compromis il est né d'une tension, ce musée, et du coup cette mise en tension intelligente, subtile, elle fonctionne encore avec les deux. Oui, parce qu'il y a quand même l'ensevelissement des fouilles pour la construction de ce centre bourse assez massif qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et donc on voit bien pourquoi un musée a pu voir le jour. Mais ce qui me semble intéressant, c'est de voir comment le musée n'est pas cette chose passéiste, poussiéreuse, etc., mais la mise en récit de quelque chose d'autre qui parle autrement aux populations de Marseille. Et donc c'est pour ça que je me permettais de souligner ce cartel. Je pense qu'il y a toute une partie des populations de Marseille qui vont au musée d'histoire dans les visites scolaires. Ils disent, donc nous, on est les descendants des envahisseurs. Et donc, je veux dire, par rapport à... Alors bien sûr qu'il y a des conquêtes et qu'il y a des conflits, et il ne s'agit pas de faire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, loin de là. Mais peut-être d'essayer de raconter l'histoire autrement. Hein. J'aime beaucoup cette expression de raconter l'histoire à part égale. Et là, on voit que finalement, j'aimerais peut-être repasser 2 minutes la parole à Sarah. Comme artiste, est-ce qu'il y a le sentiment d'avoir, à partir de cet acte 1, scène 1 de Manifesta, ouvert quelque chose? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez envie de continuer. Et que finalement c'est une histoire qui justement, Manifesta n'est qu'un déclencheur de quelque chose d'autre, et au fond
puisqu'il y a une nouvelle municipalité qui arrive et qui est peut-être pas tout à fait hostile au lien avec le monde méditerranéen, si Marseille appartient à qui vient du large, eh bien, qu'est-ce qui va pouvoir naître? Qu'est-ce que vous avez envie de continuer? Avant que je passe tout de suite la parole à Samia, à qui je tourne le dos et je m'en excuse. Oui, je vais continuer effectivement. Et ce cartel, il pointe bien l'idée, cette idée que je vais continuer, puisqu'il est le résumé de tout ce ressenti d'avoir qu'un morceau de l'iceberg, enfin tout ce qu'on a appris n'est qu'un petit bout de ce qu'on aurait pu ou dû apprendre. Mais justement, je pense que là, avec cette installation au musée d'histoire, l'idée c'était de parler des échanges et du coup d'aborder les présences à Marseille par leurs échanges positifs et par les apports des deux côtés. Parce que le travail que j'ai fait ici, je vais évidemment aussi le faire de l'autre côté, puisque l'autre côté aussi ne sait pas. Oui, c'est là on est justement dans l'histoire, oui, dans la réciprocité. Oui, c'est la réciprocité. Des regards. De l'autre côté, il y a eu Sigil Massa. C'est des objets de Sigil Massa. Le musée n'existe pas et je l'ai inventé. Mais l'idée, c'est évidemment de le faire. Et donc, moi, je vois vraiment mon intervention comme un échange parmi tous les échanges et l'histoire comme un espace d'échange. Et du coup, l'idée pour moi d'en continuer, c'est de continuer à relever ces petits, ce qui est bien relevé, ces petits accros là qui font que ça fonctionne moins bien et pas de les inverser, mais de les changer, d'apporter d'autres et d'équilibrer et d'être à part égale et d'être plus juste. Donc oui, je vais continuer. Très bien. Nous aussi, on va continuer. Je passe tout de suite la parole à Samia Eni. Bonsoir. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir à l'Iméra. Donc vous êtes à la fois, je dirais, chercheuse et artiste, et que vous allez toucher avec cette exposition au musée d'histoire finalement ce qui fait le plus mal à Marseille d'une certaine façon, qui a secoué cette ville profondément avec l'effondrement de la rue d'Aubagne, puisque vous travaillez sur le logement, sur l'architecture, vous enseignez aux États-Unis, à Cornell, je crois. Donc vous avez un travail scientifique de long cours. Et là, à Marseille, inspiré aussi par Bernard Stiegler et le pharmacon, vous étiez parti sur un projet, et puis le Covid, la situation a changé la donne. Et vous êtes dit, mais au fond, il y a des archives à ciel ouvert qui sont dans la rue, et j'aimerais peut-être bien m'en occuper et changer les choses. Vous pouvez nous raconter ça, comment votre regard a changé et comment, à travers l'exposition, vous contribuez à changer le regard, y compris de ceux qui vivent à Marseille et qui ne connaissent pas forcément ce qu'il en est. Samia Eni. Merci, c'est une très belle introduction. C'est vraiment ce qui s'est passé, en fait. Pardon, plus fort. Voilà, bien devant le micro. J'ai pensé, il y a trop de germes sur ce... Ah. Excusez-moi, c'est la déformation. On se les... ça fait plusieurs mois que vous vivez ensemble, hein, ça va. Okay, je vais faire l'effort, c'est jamais... Ok. Donc, c'est mieux comme ça? Oui. D'abord, je tiens vraiment à remercier toutes les personnes qui ont travaillé sur ce projet et surtout Fabrice Denis, Flora, Alia, toutes les personnes qui ont aussi contribué, toutes ces archives vivantes, dans le sens, toutes ces histoires orales qui ont permis l'existence de cette exposition. C'est vrai que quand je pensais à l'exposition Trait d'Union au musée de l'histoire de Marseille, il faut savoir aussi qu'on nous a invités, on nous a donné une liste de musées, et c'est aux participantes et aux participants de choisir où elles ou ils ou eux veulent travailler. Et le début de cette exposition, de cette réflexion a été vraiment lancé grâce à la visite répétitive du musée de l'histoire de Marseille, de l'exposition permanente et surtout de la section sur le 19e et 20e siècle. Ces sections-là m'ont beaucoup interpellée et je me suis
posé beaucoup de questions. Je me suis dit, si jamais je fais une exposition ici, il faut absolument que j'essaie de revoir ou repenser un peu ces histoires-là. Donc le musée des histoires de Marseille, c'est un très beau titre, je pense. C'est pas mal. Voilà, grâce à Manifesta, il y a un nouveau titre qui pourrait venir dans un musée de Marseille. C'est pas mal. Voilà, on introduit de la pluralité des récits déjà. Absolument. Et en fait, quand j'ai travaillé sur les expositions précédentes et aussi sur les écrits précédents, ce qui m'intéressait toujours, c'est l'exposition des intersections des pratiques coloniales, opérations militaires dans l'espace, l'aménagement du territoire, l'urbanisme, l'architecture, le logement, les camps, les bidonvilles, les murs, les infrastructures, enfin tout ce qui fait l'environnement bâti ou détruit. Et donc j'ai commencé vraiment à penser à une exposition qui serait centrée sur le logement, vu que le logement n'est pas seulement un abri, mais c'est aussi une industrie et on a aussi besoin d'une main-d'œuvre. Donc j'ai pensé d'essayer de créer ou de raconter ces histoires de construction de logements durant les 30 Glorieuses, donc entre 1945 et 1975. Et tous ceux qui sont venus participer à cette construction. Exactement, tout ce qu'on a fait venir pour participer à la reconstruction, pas seulement de Marseille, mais de la France et de l'Europe, en fait. On avait vraiment besoin d'une main-d'œuvre jeune, masculine et forte. Et on a fait ramener ces personnes-là. Et je voulais montrer un peu comment ces personnes-là, pas seulement elles sont venues ici, mais elles ont construit ces logements, mais aussi la façon, les conditions de vie de ces personnes. Et puis, avec ce confinement, je me suis vraiment posé la question, quel est le rôle de Manifesta? Quel est le rôle d'une biennale? Pourquoi continuer à faire une exposition? Quel est le rôle des participants, des artistes, ou de la production, disons, la création artistique? C'est vraiment une question qui m'a... On est au cœur du sujet de ce qu'on cherche à élaborer avec Alia Septi ce soir. Hein. Absolument. Et je me suis dit, je ne peux pas juste continuer comme si de rien n'était, business as usual, j'arrive pas, en fait. Et je me suis posé beaucoup de questions. Comment le faire? Comment essayer de aussi écouter plus que dire, voilà, on va parler de ça. À voir, à traverser l'expression, j'ai quand même l'impression que vous avez été secoué par Marseille. Secoué par ce que vous avez vu, secoué par les rencontres que vous avez faites à travers le parcours, justement à partir du confinement, et de tous ces gens de la société qui prennent en main quelque chose et que vous allez raconter autrement, peut-être. Parce que là, vous avez une publication dans laquelle il y a des entretiens qui sont majeurs. Et en fait, dans l'exposition. En me posant cette question, comment continuer? Est-ce que je dois continuer ou pas? Si je continue, je dois changer. Comment changer? Donc j'ai commencé à lire des journaux, à écouter les discours qu'on faisait. Donc je me rappelle très bien quand Macron a parlé et a lancé ce confinement, il a dit qu'il faut considérer qu'il y a deux populations. La population, disons, les travailleurs et les travailleuses essentielles, donc ceux qui doivent continuer à travailler et prendre le risque, et celles et ceux qui doivent rester chez eux et chez elles, donc rester à la maison. Donc tout à coup, le logement, la maison, l'abri est devenu extrêmement important, beaucoup plus important qu'avant. Et je me suis demandé, est-ce qu'on a pensé à la population qui vit dans les rues, pas seulement de Marseille, de la France? Où est-ce qu'ils vont partir? Dans le sens où ils doivent quitter, vu que c'est interdit de rester dehors, c'est interdit de continuer à vivre dans la rue. Et c'est ce moment-là qui a fait le déclic, on peut dire, il a déclenché vraiment la première pensée d'interviewer, de parler avec une... Effectivement, d'interviewer, puisque un des éléments au cœur de l'exposition, ce sont des voix. Oui. C'est des entretiens. Absolument. Et puis du noir et blanc. Vous avez choisi des reproductions en noir et blanc. Donc c'est un monde en noir et blanc. Je pense que c'est pas tout à fait un hasard. Peut-être de raconter artistiquement là aussi, parce qu'il y a un travail de documentation, je dirais d'historienne, scientifique, aguerrie comme vous l'êtes, mais il y a un choix de raconter de cette façon, et c'est ça qui est aussi majeur dans cette exposition. La première personne avec qui j'ai parlé, c'est bien une assistante sociale de rue, Aïcha Boutayeb,
qui a vraiment raconté, et j'ai senti le besoin de parler. En fait, ces personnes avaient vraiment besoin de parler et de raconter comment ils avaient vivent. connu dans la rue au moment du confinement. Voilà, les maraudes, les personnes sans abri, l'histoire aussi du logement. En fait, tout le monde parlait du logement. C'est vraiment ces personnes-là qui sont revenues. C'était le cœur du débat de la campagne municipale à Marseille. C'était le moment de déclic, effectivement, majeur, l'effondrement de la rue d'Aubagne. Et en fait, oui, ce sont ces personnes-là qui m'ont fait revenir à mon sujet initial, dans le sens, elles ont toutes parlé de logement, de mal logement, du délogement, du relogement, de sans logement, et donc tout ça, c'était vraiment au cœur de toutes ces personnes. Il y a un choix très stratégique aussi, vu que il y a des personnes ordinaires, un chauffeur de bus, un policier, des personnes qu'on ne retrouve pas nécessairement, forcément, dans des musées, et qui racontent... Un médecin psychiatre. Oui, un médecin psychiatre, il y a aussi des qui est dans militants. la réparation, comme Kader Attia. Absolument, absolument, qui est différente, une réparation liée vraiment à une psychiatrie, disons, démocratique et pas institutionnelle. Et c'est le fondateur, justement, du groupe où Aïcha travaille. Donc, il y a plein de traits d'union entre toutes ces personnes-là. Et il y a l'effondrement, pour moi, c'est une des voies. Il y a l'effondrement, il y a le droit au logement, il y a les sans-abri, le volontarisme, la ligne 38, les quartiers nord, toute la microéconomie aussi dans les quartiers nord, la psychiatrie. Et là, vous avez senti au fond qu'avec un regard extérieur, puisque vous ne viviez pas à Marseille, vous pouviez peut-être, et à partir d'un regard documenté mais artistique, changer un peu la perception des choses, là aussi, mettre un autre récit des histoires de Marseille. Oui, je pense que d'abord écouter les personnes de Marseille, dans le sens vraiment inclure ces voix, parce qu'elles vivent là, il faut savoir les écouter et aussi essayer de comprendre quelles sont les différentes voix, mais les différentes problématiques aussi, parce qu'elles réclament des choses complètement différentes. Et cette multiplicité, je pense, est très importante. Et pour essayer de créer, pas homogénéiser, mais plus blur, ne pas créer une hiérarchie entre toutes ces personnes, j'ai choisi le noir et blanc, j'ai tiré toutes les photographies, des photographies d'archives, des photographies de photographes professionnels, des photographies de personnes qui ont travaillé pendant le confinement, qui ont pris des photos dans la rue, en fait. Oui, c'est vraiment de la culture urbaine. C'est de la culture urbaine et c'est de l'histoire des habitants, dite par les habitants. Et c'est aussi, il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup d'expérience, il y a beaucoup de traumatisme aussi. Et une volonté comme ça de dire oui, on est là aussi. Et est-ce que comme ça, une intuition, est-ce que votre expérience américaine, de ce que vous connaissez des mouvements de contestation aux États-Unis, et Dieu sait s'il y en a en ce moment avec Black Lives Matter et tout ça, est-ce que ça vous a apporté quelque chose par rapport à la façon d'appréhender Marseille, ou c'est plutôt la référence à l'Algérie qui vous est aussi familière? Ni l'un ni l'autre. Non, dans le sens que je vis dans une réalité très privilégiée de campus universitaire privé, avec des étudiants, oui, il faut le dire, elle dit oui, oui. Des gens très privilégiés, mais la grande partie, et puis après il y a... Mais ça c'est le campus, mais enfin on vit dans la cité quand même. Cornell, c'est le campus. Cornell, vraiment, c'est l'université, le monde universitaire, c'est bubble. C'est vraiment quelque chose d'assez spécial, on va dire. Mais c'est vrai que ce sont des histoires très différentes, les protestations sont différentes. Pourquoi est-ce un dernier mot, je vais passer à interpeller Fabrice Denis aussi comme directeur du musée d'histoire, commence à un peu déventer ou secouer le musée, parce que c'est assez secouant aussi. Je vous invite vraiment à aller voir l'exposition. Comment ça s'est fabriqué pour vous et pourquoi il faut, pour vous, quel est l'aimant, la raison d'être de cette exposition et pourquoi il faut aller finalement la voir, puisqu'on est aussi là pour donner à penser des expositions qui ont été fabriquées dans le cadre de Manifesta. J'ai voulu créer vraiment une rue dans le musée et aussi utiliser
un symbolisme, par exemple, d'échafaudage, corde à linge, de pinces, domesticité, de maison, d'intérieur, mais aussi de parler de cette pharmacologie. Donc le mot pharmacante, c'est vraiment un remède et aussi, il peut être aussi un poison. Donc d'essayer de créer cette dualité et ces traits d'union entre les deux. C'est-à-dire que même si on a un logement, ça ne veut pas dire que c'est automatiquement ou systématiquement un bien, parce qu'il peut s'effondrer. Ou si on vient travailler ici pour construire des logements, on va vivre dans une émigration extrêmement complexe, ou s'il y a, oui, une loi du droit au logement, mais en fait, elle n'est pas vraiment appliquée. D'essayer vraiment pour utiliser le mot fil, de tirer tous ces fils et de laisser les visiteurs penser tout cela et penser une histoire assez longue, hein, dans le sens colonialisme, émigration. On a souvent l'émigration de ces colonies, n'est-ce pas? Voilà. Merci Samia Eni. Je vais passer le micro à Fabrice Denise avant de passer au public s'il souhaite poser quelques questions. Et avant notre intermède culinaire, un peu la même question. Sarah Ouadou a décalé les choses avec le four andalou ou arabo-andalou de Sainte-Barbe. Comment Samia Eni, sur une question aussi chaude, si je puis dire, à Marseille, que celle du logement, politiquement chargée, qui pose vraiment qui est assez explosive. Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? Je sais que vous avez accueilli des chaînes. Comment est-ce que cette question-là, qui est au cœur finalement de la cité, un musée d'histoire, l'a appréhendée, et comment finalement Samia Eni a été un catalyseur pour, là aussi, repenser le musée des histoires de Marseille. On va désormais l'appeler comme ça. Hein. Oui, c'est en effet une approche différente et qui, pour autant, je pense, est absolument pas du tout contradictoire avec celle de Sarah. Ce musée, il a l'ambition affichée depuis sa rénovation en 2013 de traiter de l'intégralité de l'histoire, des histoires de Marseille. Et il y a d'ailleurs un espace que l'on appelle entre nous la séquence 13, c'est-à-dire le dernier espace du musée, qui est dédié à cette question, qui est un lieu volontairement peu aménagé où sont proposés des sujets qui résonnent avec l'histoire contemporaine de la ville. Et lorsque nous avons visité avec Samia les séquences 19e, 20e, il y avait d'autres projets, hein, et c'était fort intéressant de voir comment les choses se sont finalement produites. Mais nous avions à ce moment-là une exposition que nous avons démontée il y a quelques jours, faite en partenariat, en coproduction avec les habitants d'un quartier de Marseille, qui est le quartier de la Cayolle. Et il y a là-bas, donc c'est le sud de Marseille, c'est une cité du nord en quelque sorte de Marseille, mais au sud de Marseille. Vous voyez, ça renverse un petit peu la perception un peu simpliste de la ville. Et c'était bien cette question des habitants qui avaient confié au musée d'histoire des photos de famille et qui racontaient la grande histoire de l'immigration de Marseille, mais à travers le prisme d'un quartier. Donc je pense que Samia aussi a vu, à travers cette exposition, la sensibilité du musée de traiter de ces sujets-là, autrement que par le récit et la mise en valeur d'objets, de vitrines formalisées, etc., etc. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, en effet, le musée, et ça c'est une préoccupation vraiment de notre projet scientifique et culturel, c'est comment rendre compte de la ville d'aujourd'hui, finalement, autrement que par des pastilles, par une sorte de kaléidoscope, par des regards hyper subjectifs. Ça, c'est un peu lisse, parce que rendre compte de la ville d'aujourd'hui, oui, mais il y a quand même des évitements qui sont... et que peut-être justement des artistes mettent l'accent sur les angles morts, enfin ceux dont on ne veut pas parler. Et Dieu sait si la question du logement est une question absolument centrale. Et je parlais du désastre tout à l'heure. Si on peut parler d'un désastre à Marseille, c'est quand même bien celui-là. 20 000 logements insalubres, c'est quand même pas rien dans la deuxième ville de France. Je m'en suis bien rendu compte lorsque, à l'occasion des Journées du patrimoine de l'an dernier, donc il y a un an, jour pour jour, je vous annonce au passage que les Journées du patrimoine de ce week-end sont officiellement annulées. Voilà.
pour vous dire donc que l'année dernière, j'ai été approché par le collectif du 5 novembre pour faire une cérémonie en quelque sorte symbolique qui consistait à offrir au musée un objet qui avait été sélectionné par un collectif dans la rue du musée, enfin tout un programme artistique participatif des habitants de Noailles, et qui avait donc décidé qu'un objet parmi d'autres, qui était en concurrence en quelque sorte, serait officiellement remis dans le cadre des Journées du patrimoine au directeur du musée. Pour eux, c'était un enjeu important? Ah oui, ça Pourquoi? Je pense qu'il y avait une forme de catharsis là-dedans, il y avait quelque chose qui participait de l'expiation, en tout cas... Pour qu'on n'oublie pas. C'est ça. Ni oubli, ni pardon. Quelque chose qui s'inscrit à la fois dans les gènes de ce musée, qui est un musée de société, musée d'histoire, il appartient à c'est pas un musée des beaux-arts, c'est pas un musée d'archéologie, c'est un musée de société. Donc il faut qu'on joue notre rôle et qu'on assume un peu ce rôle de musée de société en acceptant ces cadeaux qu'on nous fait et qui peuvent déclencher quelques réactions, je peux vous le confirmer, au sein du pouvoir municipal. Donc, voilà. Mais moi, j'étais tout à fait dans mon rôle, disons, de conservateur et soucieux de l'enrichissement des collections du musée. C'est un peu une chasse aux papillons. Donc, ce don d'objet a eu lieu. Alors, ce don d'objet a eu lieu à l'occasion des Journées du patrimoine, dans le cadre d'une cérémonie un peu mise en scène, quand même, je le reconnais, mais qui avait quand même le mérite d'être là et de faire en sorte que des habitants du quartier se soient... En plus, il pleuvait fortement ce jour-là, donc il y avait beaucoup de monde dans le musée. Et du coup, cette cérémonie, cette passation, cette entrée dans le monde symbolique du musée d'un objet ô combien ordinaire, c'est une chaîne qui avait été retirée le matin même d'un immeuble, de la porte d'un immeuble. Cette chaîne barrait l'accès à un immeuble. C'était donc à la fois un geste heureux que l'enlèvement de cette chaîne qui redonnait accès au logement pour les gens qui en avaient été aussi privés. Donc cette chaîne en disait long sur les conditions, et cette chaîne, vous la voyez encore beaucoup, ce type de chaîne, qui empêche l'accès. Qui empêche l'accès aux immeubles, et on en voit encore beaucoup dans Belzins, on en voit encore beaucoup dans Noailles, enfin bref. Donc c'est un objet finalement qui est devenu presque familier des Marseillais. Quand ils se baladent dans les rues, ils voient ces chaînes, et ces chaînes sont un indicateur. Donc maintenant, elles ont une place au musée d'histoire. Et donc maintenant, ces chaînes ont été remises au musée d'histoire. Et pour faire le lien donc avec l'exposition de Samia Aini, de ce qui a été déclenché à partir de son propre regard, comment ça s'articule avec Ça s'articule avec l'idée de investir, non pas la séquence 13 qui aurait peut-être été trop réduite, mais d'investir un autre espace du musée qui est un couloir de sortie. Et c'était vraiment très audacieux parce qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir faire un jour quoi que ce soit dans cet espace. Et finalement, grâce à Samia, on a pris conscience et confiance dans cet espace sur la capacité à présenter des formes de narration prises à chaud. On n'est pas dans le travail de l'historien, c'est le travail, enfin, bien sûr que si, mais on est dans une approche journalistique, prise sur le vif de quelque chose. Journalistique et artistique, je veux dire. Bien sûr. Saisie sensible, disons. Mais Samia qui se présentait, que moi je présentais rapidement comme une artiste, et non, historienne de l'architecture, et ça a son importance, effectivement, que d'être sur ce registre-là. Donc, je crois que ça suscite un peu d'inquiétude de la part du personnel du musée, que d'être à ce point-là, visible, à mettre dans l'espace public des sujets, on va dire, à caractère polémique, qui, évidemment, dans un musée municipal... Mais il était temps, non ? Certes. Mais voilà, c'est l'institution même municipale qui gère cet établissement, qui est garant... C'est l'institution municipale, parce que j'ai vu dans les textes du catalogue, enfin de ce qui sert de catalogue de publication de Samia, que, au fond, c'est le conseil municipal qui décide formellement des objets qui vont pouvoir être acquis par le musée. Et ça a soulevé quelques cris d'orfraie de personnes qui est interviewée en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, enfin, que ce soit finalement un conseil politique qui décide à la place des musées ce qui doit être dans les musées. Donc, oui, c'est un raccourci, mais effectivement. C'est pour faire débat, mais c'est pas pour faire débat de façon artificielle, mais là aussi, puisqu'on est on a déjà fait évoluer le nom du musée des histoires de Marseille, on va essayer de faire évoluer les procédures et faire que les acquisitions reviennent à ceux qui sont les plus concernés.
Juste là-dessus, mais ça rentrait dans une méthodologie un peu complexe. Mais en effet, il y a le processus de patrimonialisation en clair qui consiste à faire rentrer dans l'inventaire d'un musée un objet, c'est-à-dire qui bascule de la société civile et périssable dans laquelle nous sommes jusqu'à l'éternité, c'est-à-dire un objet qui devient imprescriptible et inaliénable, eh bien, doit passer par 2 commissions qui sont une commission d'acquisition chapeautée par l'État et auquel nous allons donc, je vais bientôt présenter ces chaînes à cette commission qui émettra un avis scientifique, et le préfet de la région écrit ensuite à l'autorité de tutelle, en l'occurrence au maire de Marseille, pour signaler l'avis, en l'occurrence favorable, qui a reçu un objet pour pouvoir intégrer le patrimoine municipal. Et c'est là effectivement où une délibération doit être prise par l'autorité municipale pour que l'objet effectivement intègre officiellement le patrimoine de la commune. C'est intéressant là aussi, je dirais, on dirait que les artistes débusquent des lièvres, mais c'est des choses qu'on ne connaît pas assez bien dans les procédures, je dirais, de validation politique, de patrimonialisation des objets, et surtout quand ça touche à des sujets aussi vifs que la question du logement à Marseille, et Dieu sait si ça a fait débat dans la cité ces dernières années. Un dernier mot, puis je donne la parole à Samia, puis après vous proposez de la prendre, cette parole, pour le temps qu'il faut, avant qu'on passe à des moments de délices culinaires, et de proposer à Pierre Janetti, si on peut appeler Pierre Janetti pour qu'il commence à revenir par là, parce qu'il va prendre la parole tout à l'heure. Fabrice Denis et après Samia. Un dernier mot, mais excessivement bref, pour dire que ces expériences de manifestat arrivent aussi à point nommé pour nous au Musée d'Histoire, parce que nous sommes dans la refonte d'un document, on va dire, d'orientation stratégique que l'on appelle pompeusement un projet scientifique et culturel qui fixe un petit peu le cap que l'on va suivre pendant une dizaine d'années, en quelque sorte. Alors, il ne s'agit pas de se mettre en contradiction tous les 10 ans avec ce qui a été fait précédemment, pas du tout, mais de faire évoluer le projet. Et le grand puzzle de Manifesta, c'est-à-dire ce document de synthèse qui est une vision de la ville de Marseille, les expériences que nous avons vécues ensemble, là, tout ça nourrira forcément l'identité du musée d'histoire pour un certain nombre d'années, et ça arrive donc à un endroit et à un moment absolument opportun pour nous. C'est dire les traces, visibles ou invisibles, que ces collaborations pourront laisser chez nous. Donc ça sert à quelque chose, Manifesta, alors? Ah ben je n'en ai jamais douté, mais là j'en suis convaincu de l'intérieur. Eh ben, on a des révélations. Donc Samia Hennig, ping-pong là aussi avec Fabrice Denis. Je vous repasse le micro pour prolonger un peu, faire écho à ce qui a été dit sur ce que votre regard a fait naître dans ce musée. Et là peut-être aussi, puisque je posais la question à Sarah Ouadou tout à l'heure, c'est peut-être une histoire qui commence et qui finit pas. Il y a peut-être quelque chose qui est né. Est-ce que vous avez envie de continuer, de revenir à Marseille, qui sait, peut-être à Limérin, faire des projets en cours sur l'architecture et de ce qui pourrait naître voilà. Comment est-ce que vous avez comme dit Montaigne, donné le branle, mis en mouvement quelque chose? Comment est-ce que vous voyez la suite de tout ça, puisque cette question du logement, de l'architecture, elle est loin d'être achevée à Marseille? Alors, si c'est une invitation, oui. Mais oui, disons, c'est très important. C'est vraiment un tout premier début. C'est même pas une introduction, c'est une préface. Hein. C'est vraiment un début. Et ces personnes-là avec qui j'ai parlé, elles gardent contact. C'est impressionnant. On a parlé, on a discuté, elles avaient besoin de parler, mais elles veulent maintenant un suivi aussi. Hein. Et j'ai une responsabilité maintenant. Quand on enclenche quelque chose qui est significatif. Mais ce qui est vraiment, ce qui était pour moi important, c'est aussi essayer de créer aussi une cartographie de tout cela, d'essayer de voir un peu où se trouvent ces récits dans la ville aussi, non, de créer vraiment un espace. Donc oui, alors je vous conseille d'aller le voir, vu que vous m'avez poussé à le faire. Il y a ces voix qui parlent, mais il y a aussi des photographies, mais il y a aussi des cartographies, enfin des cartes. Et je pense que tout cela dit qu'on ne peut pas adresser cette question d'une porte. Il faut essayer comme une immersion, d'être dedans. Absolument, et laisser toutes les portes ouvertes, toutes les fenêtres ouvertes, et si nécessaire, créer aussi des portes, parce qu'on en a besoin vraiment. Et de créer vraiment
des moments, pas seulement d'écoute, mais de stratégie. Mais justement, vous, comme historienne de l'architecture, vous devez être finalement assez aussi intéressé par Marseille. J'ai pas vu tant de choses que ça sur l'architecture. Or, Marseille est une ville emblématique, ne serait-ce que par l'unité d'habitation de Le Corbusier, et puis par ce qui s'est construit à Marseille et qui est quand même majeur. Comment est-ce que vous voyez justement poursuivre? Parce qu'il y a l'architecture, je dirais, des effondrements, de ce que vous avez touché. Mais il y a aussi voilà, des réussites architecturales à Marseille, des projets qui sont là. Voilà, peut-être dans le prolongement, il y a un regard sur l'architecture et de ce qui là aussi de ces va-et-vient entre les deux rives de la Méditerranée. Le Corbusier, heureusement que son projet n'a pas été construit à Alger, mais à Marseille, oui. Donc comment est-ce que peut-être que vous voyez ces échos-là? Est-ce que ça vous parle? Je pense que c'est un travail d'équipe. Il faut vraiment continuer cette conversation qu'on a commencé aujourd'hui, mais c'est aussi qu'est-ce qui est possible de faire, quel est le temps d'action, dans le sens, est-ce que c'est un projet de recherche ou c'est un projet d'action, avec qui travailler, comment, et tout cela. Absolument. Mais par exemple, au musée Grobet-Labadier, il y a une pièce qui s'appelle Droit au logement, que j'ai créée, qui se trouve juste à l'entrée, dans l'antichambre. Et là, on voit les typologies de logement. Il y a le musée Grobet-Labadier, donc là où les visiteurs qui est juste à côté, là, en bas du Palais Longchamp. Il y a aussi justement l'unité d'habitation, une unité type de la cité radieuse. Et il y a des logements HLM, toujours un plan type, un hôtel meublé, un bidonville. Le fameux logement des Chibani dans ces meublés. Et absolument, je pense que tout ça, c'est la ville de Marseille. Ce n'est pas que l'unité d'habitation. Il y a toujours cette, on va dire, cet automatisme de penser architecture Corbusier. Architecture Corbusier. Et moi, je suis architecture bidonville, sans-abri, camp. HLM, mais aussi, toutes ces, encore une fois, ces histoires au pluriel de Marseille. Absolument. Merci Samia Eni. Je crois qu'on a commencé à faire un petit tour. Je ne sais pas si Alia Septi m'entend, si elle veut réagir, poser une question. Je suis là. Est-ce que par hasard, ma chère Mrs. Ping, vous auriez des réactions, des questions avant que je passe le micro à ceux qui sont dans la salle, voir si on va jusque-là dehors. S'il y a quelqu'un qui peut m'aider à faire circuler le micro ici, ce serait bien. Alia Septi, une réaction depuis Berlin. Allô Berlin, ici Marseille. J'étais justement en train d'écrire à WhatsApp à tout le monde, donc à Samia, à Sarah et à toi, juste en vous remerciant parce que ça a été une conversation extrêmement... Même à distance, c'est audible? J'ai suivi, j'étais là, même à distance. Même une mamie d'Internet comme moi a réussi à suivre. Et c'était hyper clair parce que d'avoir pu suivre l'ensemble de ces projets depuis le moment où on a parlé de trait d'union et de voir quelle forme concrète ça prend aujourd'hui et comment ça dépasse vraiment le cadre. On sort complètement d'un cadre d'une exposition et c'est une très très belle leçon qui est. On avait bien dit qu'on essayait d'éviter les curatorial bullshit, c'était ton expression. J'entends mal. Allô? Allô, allô? On dit des insanités, elle disparaît. Hop, c'est toujours les va-et-vient de la technologie. Ah bon, puisque c'est comme ça, peut-être d'abord dans la salle, est-ce que vous avez des questions, des réactions, des protestations, des désunions, des controverses, enfin ce que vous voulez, pour Sarah Ouadou, Samia Eni, Fabrice Denise, et puis on verra si on peut passer la parole dehors aussi. Allez, n'hésitez pas, ne soyez pas timide. Il y a une demande de parole dehors. Eh ben voilà, je la vois pas, mais je pense qu'on c'est bon, on entend, c'est bon. Oui. Vous m'entendez? On n'entend pas. Oui. Allez-y. Mieux? Oui, allez-y. Voilà, ça y est. Donc alors, je suis stupéfait. Et parlez bien devant le micro parce que sinon on n'entend pas. Je suis stupéfait. Vous entendez mieux? Oui. Vous êtes stupéfait, ça on a entendu.
voilà, je suis stupéfait du type de récit que j'entends, qui est extrêmement intéressant, qui tisse, comment dire, une logique intellectuelle qui tient la route et qui est aussi dans la route déroutante. Voilà. Et alors, je fais partie, vous savez, de ces, lorsqu'il y a eu un effondrement à la rue d'Aubagne, nous étions 3, ce 11 novembre, il y avait Marie Batou, Kevin Bachet et moi-même. Et nous sommes à l'origine de ce 5 novembre. Mais en même temps, tous, nous étions très tenus à l'histoire de Marseille, et à faire en sorte que des collectifs naissent, qu'il y ait des revendications, qu'on puisse, nous, comme citoyens, travailler à des horizontalités. Et, ce jour-là, pendant que tout le monde était dans la stupéfaction, donc nous y étions 3, avec Marie-Kévin et moi-même, eh bien on a tout de suite réagi, c'est-à-dire on a collé des affiches, et puis on a créé une première réunion au 11 de la rue de l'Arc, que ce sont mes locaux. Enfin, c'était, ça ne l'est plus maintenant. Et comment est-ce que la mise en récit, en musée de ces expositions, est-ce que ça fait sens pour vous, justement? C'est un enjeu d'être au musée d'histoire? Non, c'est pas vraiment un enjeu. Le fait d'être au musée d'histoire, c'est normal parce que ça fait partie d'un événement de Marseille, d'un événement important. Alors, moi-même, j'ai participé avec Marseille Habitat et Marseille Aménagement autour fin des années 80, début des années 90, entre l'établissement d'un périmètre de restauration immobilière en ZPPAUP, zone pour la protection du patrimoine. Et est-ce que vous avez une question là pour nos intervenants? Oui, voilà. Merci, parce que là, qu'on va pouvoir faire l'histoire de Marseille. Non, pas du tout. C'est pas du tout mon propos. J'entends bien. Oui, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est pour dire comment je suis. Pour moi, le récit que j'entends fait aussi partie de l'histoire, d'une histoire sociétale, mais qui concerne une partie, simplement. Une partie d'un entendement. Alors qu'en fait, ce type de réflexion est ce qui a fait notre engagement et ce qui a fait que les choses ont avancé. Ces combats-là, eh bien, ils existent déjà depuis les années 80, 90. Enfin voilà, c'est des choses qui sont importantes et ces relais-là ne sont pas pris. C'est-à-dire, on ne nous a pas interrogés. Les acteurs qui sont... Okay. Voilà, ça c'était important de le dire quand même. Samia Eni veut réagir. Merci beaucoup. Merci pour votre... votre... Le micro a été nettoyé. Hein, des miasmes potentiels. Alors, Fethi Bourouera, il parle justement de toute cette tradition de Marseille, du droit au Marseille, du militantisme et de la défense du logement et de toutes ces histoires-là. Il dit même que ce n'est pas le premier effondrement à Marseille. Il y en a eu beaucoup d'effondrements à Marseille. Donc il y a eu des personnes qui ont été interrogées, pas tout le monde a pu être interrogé, ce sont des interrogations, on ne peut pas dire ça comme ça, mais des conversations qui se sont faites entre le 2 juin et le 2 juillet, en un mois, et on a dû aussi faire des choix, dans le sens, Laura Spicas, elle représente le collectif du 5 novembre, pas parce que il y a une raison précise, parce que je peux vous dire, enfin, ce n'est pas parce que c'est la meilleure, c'est juste parce que c'est une des maintes voix et elle parle beaucoup du collectif, elle parle beaucoup de tout ce qui a été fait et il y a d'autres personnes qui parlent aussi de d'autres récits. En fait, c'est une multiplicité de revendications et je pense qu'il y a un acte toujours, de commencement que vous avez fait. Il y a des pinces qui sont là sur ces cordes à linge qui suggèrent que ce n'est pas fini. Ça, c'est juste un début. Il faut continuer. Et cette installation n'est pas là pour dire que, voilà, c'est la première fois. Non, ça existe depuis des années. Ça existe depuis l'existence des villes, dans le sens depuis la création des villes. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, absolument. Donc, je suis complètement d'accord avec vous, monsieur. Merci. D'autres questions, réactions, interrogations, la place du musée, de l'histoire, le logement, les héritages. Vous avez tout. Pas de questions rentrées, je ne vois pas derrière, à l'extérieur. Dans la salle, personne.
Anissa Ouayed, si on peut. Sans masque, on a le droit pour poser des questions. Parlez bien devant le micro, ça marche. Je me posais la question finalement de la longueur de l'effacement de certaines problématiques, soit marseillaises, soit plus larges, puisque on n'entend pas. Sarah, vous dites que vous venez du Var, par exemple, que dans votre enfance, la culture scolaire ne vous avait pas donné les moyens de penser votre histoire pleinement. Donc il y avait non pas des traits d'union, mais plutôt des pointillés dans l'histoire qui s'était écrite. Et je pense que c'est peut-être, voilà, ce que vous faites aussi, c'est combler ces pointillés à votre manière. Et c'est la longueur de l'effacement, aussi bien dans les institutions muséales comme le musée d'histoire de Marseille, ou d'autres lieux qui ont fait comme... Pourquoi est-ce que ça a été si long avant d'arriver... Pourquoi l'effacement a été si long? Est-ce que c'est simplement politique? Est-ce que c'est simplement politique? Ou bien est-ce que les acteurs culturels eux-mêmes ne se sont pas donné les moyens parce qu'il manquait une réflexion peut-être sur le colonial, sur le post-colonial, sur la place de l'immigration, malgré la présence d'Émile Témim à Marseille? Parce que c'est un des premiers qui a parlé de Marseille avec un S. Il a dit Marseille ou Marseille avec S. Donc lui, il avait déjà impulsé ça. Pourquoi est-ce qu'il a fallu l'équivalent de 2 générations ou plus pour arriver aujourd'hui avec la Manifesta? 2 générations et un déclic d'art contemporain, voilà, qui ouvre des choses. Pourquoi une inertie aussi grande? Je trouve que ça pose problème. Ça. Non. Bon, ne vous battez pas. Allez, d'abord, Sarah Ouadou, elles sont tellement complices que... J'ai pas de réponse scientifique à non, c'est pas de perception de l'effacement. Mais mon point de vue, qui est que celui de ma petite vie, me fait dire qu'en fait il a fallu, c'est un peu terrible ce que je veux dire, mais c'est ce que je pense très intimement, me fait dire que malheureusement et heureusement aujourd'hui, il a fallu peut-être 1 ou 2 générations parce que d'abord, moi la génération de mes parents, je la vois comme la génération qui a courbé les chines, qui a dit ok, il faut s'en sortir. Et c'est une double histoire, on est dans un double... Il s'est passé des choses ici, puis il s'est passé des choses de l'autre côté de la Méditerranée, qu'on fait que, moi je le vois bien chez moi, il y a vraiment eu toute une génération de ok, on doit plier parce que pour s'en sortir il va falloir plier. Et après il y a une génération qui est la mienne, et puis encore plus jeune que la mienne, qui arrive et qui dit non. Le temps de la reconnaissance, il serait temps que ça arrive. Ça suffit de s'excuser. Mes parents ont fait que s'excuser. Et encore aujourd'hui, et dans ma famille très intimement, on dit tout le temps qu'on est la génération des sacrifiés. Et on dit ça entre nous, et on le dit parce qu'à chaque fois, on doit se sacrifier quelque part pour faire passer, pour qu'on arrête de s'excuser, on arrête de se sentir coupable. Et je crois juste que moi c'est comme ça que je le perçois, c'est qu'il faut des générations, et de mon côté, et du côté de ceux qui écrivent l'histoire, pour aller pincer, aller tirer, et dire bon là ça suffit. Et je pense que ça prend ce temps, en fait, de détricoter des choses qui ont été tricotées avant, et c'est un temps... Moi c'est comme ça que je le ressens, c'est un temps de réflexion. Les échelles de temps, de l'effacement, interrogation de l'historienne. Merci pour cette question. Moi j'ai vraiment une réponse par rapport aussi à ce que tu as dit, si je peux, après je reprends. Je pense pas qu'il y a des petites vies, il n'y a que des grandes vies. Oui, et aussi, pourquoi, je me demande, pourquoi ceux et celles qui subissent doivent libérer et décoloniser les choses? Moi je me pose plus la question par rapport aux institutions publiques. Moi je fais qu'un travail sur les institutions, sincèrement. Dans le sens, dans le travail que je fais, ce qui m'intéresse, c'est les autorités, c'est le pouvoir. Il y a une responsabilité, dans le sens où l'histoire qui est enseignée à l'école, elle est dictée par un ministère, elle est dictée par une autorité, des autorités, et je veux m'adresser à ces autorités-là. Je ne veux pas que ton père, ta mère, toi... Je ne veux pas dans ce sens... On n'a pas le choix, on doit faire aussi cette... Je ne le dis pas parce que
Je suis sûre, hein, je le dis comme questionnement. Pour moi, la responsabilité, c'est plus de se dire, voilà, il y a des institutions, il y a des responsabilités à faire, il y a plusieurs histoires. On ne va pas raconter que peut-être une histoire, des histoires à part égale. Il y a plusieurs histoires, il y a plusieurs conflits, et ça fait partie de l'histoire de tous les pays européens, et même aux États-Unis. Ce n'est pas la France que la France. Sauf que peut-être ce qui a changé, en dehors des aspects de génération, c'est l'interpellation. C'est que maintenant, la parole est prise, et que ça ne va pas s'arrêter. Et c'est ça peut-être qui est nouveau, et qui est, je crois, de mon point de vue, en tout cas salutaire, puisque ça participe, j'aime bien cette phrase de Ricoeur, de la politique de la reconnaissance, et qu'on a besoin de ça. C'est-à-dire que si on veut sortir des nœuds de mémoire, et notamment coloniaux, et Dieu sait si Marseille a été une grande ville coloniale, hein, 2 expositions coloniales, donc il y a peut-être quelque chose à travailler, non pas dans la culpabilité, mais dans la reconnaissance. Non, absolument. Je veux dire quelque chose. Il y a une expression que je ne sais plus vraiment qui en est l'auteur, mais elle me semble significative de l'évolution des institutions muséales aussi. Vous le savez peut-être, l'ICOM, qui est le Conseil international des musées, cherche à faire évoluer une définition ancienne, qui a maintenant 30 ans, sur les musées. Ça a suscité à Kyoto, dernière rencontre l'an dernier de l'ICOM, qui devait statuer sur une nouvelle définition des musées du XXIe siècle. Les professionnels se sont vraiment étripés en raison d'un désaccord profond, notamment pointé du doigt par les collègues français. La France était absolument contre la nouvelle définition que l'ICOM voulait proposer d'un musée polyphonique ouvert aux sensibilités. Bref, pour résumer la situation, je pense que ce que je ressens, moi, ça fait maintenant 25 ans que je travaille dans le monde des musées, et l'évolution que je ressens, c'est que les musées passent de cette notion de conservation, qui est quelque chose qui est une fonction un peu écrasante aussi, à une fonction de conversation. Et c'est vraiment cette idée, et pour un musée de société, je pense que c'est assez évident, mais il me semble qu'on peut étendre la problématique à d'autres. Et donc les musées se remettent aussi en jeu, en quelque sorte, et peut-être s'ouvrent davantage et interrogent autrement leur mission aujourd'hui. La conservation du patrimoine, sa constitution, son enrichissement, sa valorisation, c'est un socle un peu commun, disons, un peu académique et relativement consensuel, mais se greffent aujourd'hui des fonctions nouvelles qui sont celles de la conversation. Et je pense que là, typiquement, avec Manifesta, on est vraiment dans l'expression de cette évolution de l'institution muséale. Voilà, un peu aussi qui peut constituer un élément de réponse à votre question importante. Eh bien voilà, le passage de la conservation à la conversation, c'est une bonne façon de prolonger notre conversation. C'était magnifique. Merci pour ce trait d'union qui se dessine. Merci à Samia Eni, merci à Sarah Ouadou, merci à Fabrice Denise. Et je vais appeler Pierre Janetti qui va nous dire quelques mots justement sur la performance culinaire, de pouvoir faire la cuisine dans des conditions de Covid. Si vous voulez bien aller au premier rang, on va lui laisser parce qu'on ne doit pas être trop nombreux autour de la table. Un grand merci à vous, c'était magnifique de vous écouter. Voilà, donc maître cuisinier qui à pas compter, donc Pierre Janetti, donc je vous ai parlé de la fabrique de Méditerranée, donc dans ce volume 1 que nous avons publié avec Arnaud Bizalion, un très beau texte avec Henri de Pazzi sur le lien entre l'arte povera et la cuisine. Vous voyez qu'on est toujours dans le rapport entre l'art et la cuisine comme art au quotidien, de style de vie qui est ce régime méditerranéen qui est si répandu. Donc vous allez pouvoir pas simplement en parler, mais le goûter, la partager. Et donc, quelques mots, Pierre Janetti, sur ce moment singulier de faire la cuisine, sur ce printemps suspendu, puisque c'est le titre du deuxième texte qui va paraître d'ici 15 jours, et puis sur le choix de faire à manger dans ce cadre, d'inventer une forme de performance, puisque faire à manger dans les conditions Covid, c'est quand même un peu compliqué, et pour être en prise avec le temps du monde qui est celui d'une forme de sobriété compte tenu de la nouvelle ère dans laquelle nous sommes rentrés, qui est celle de l'anthropocène. Pierre Janetti.
Bon, j'avais pris des notes et je les ai oubliées à la cuisine. C'est meilleur sens. J'aurais besoin de toi, je pense. Non, pour revenir peut-être, c'est vrai qu'au premier article que j'avais eu la chance d'écrire avec Henri de Pazzi pour le premier tome de la Fabrique de la Méditerranée, où là c'était une discussion passionnée et passionnante sur le paysage, sur le temps de regarder les choses, pousser, le temps de cuisiner, le temps que le goût s'imprègne, le goût des bactéries, enfin tout ce qui est invisible en fait. C'était vraiment, on se posait beaucoup de questions sur tout ce qui ne se voyait pas en fait, donc tout ce qui se passe sous la terre, ce qui engendre même le goût des légumes selon les géologies des endroits et des terroirs. Et ce temps aussi qu'est la cuisine, et cette cuisine qui nous touche, c'est la cuisine à Povera, la cuisine de tous les jours, la cuisine de l'échange, la cuisine de... La cuisine de rue. La cuisine de rue, la cuisine qui est souvent la cuisine, c'est le repère de la personne qui arrive, c'est l'échange, c'est comment ça se transforme et ce qu'il en reste. Et là, pour ce second tome, c'était en plein confinement. Moi, je travaillais et donc... Au début, j'avais l'idée de faire un projet avec un artiste qui travaille sur le vin naturel, et puis on n'est pas arrivé à trouver le temps de se voir, quoi. Il nous fallait qu'on se voie, il fallait qu'on goûte du vin, il fallait peut-être qu'on s'enivre un petit peu. Et donc on est resté plutôt chacun chez soi, et donc on remettra ce projet à j'espère, à un autre numéro. Et là, en fait, c'était le printemps suspendu, ça a été aussi ce moment où moi j'ai vécu ça à Marseille en travaillant tous les jours pendant ce confinement, où beaucoup de choses se sont organisées. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir ouvrir mon établissement et la chance aussi de travailler avec des producteurs locaux, et tout s'est organisé parce que quand le gouvernement a interdit les marchés de producteurs, ça a été quand même une très mauvaise nouvelle pour eux, et ça s'est très très vite organisé d'une manière solidaire, locale, et les surplus allaient dans des associations. On va faire au fond de la cuisine au plus près. Exactement. C'était ça l'idée. Hein, Exactement. C'est pas un repli. J'aime bien l'idée de conjuguer un sol et un monde, mais c'est un peu ça qui est né à travers cette expérience culinaire. Bien sûr, et surtout c'est que tous les gens qui étaient confinés avaient le temps il fallait qu'ils mangent, il fallait qu'ils ont cuisiné, peut-être pris le temps de cuisiner, donc faire le pain. Il y avait rupture de farine, il y avait rupture de lait, il y avait rupture d'œufs. C'était incroyable, donc il a fallu qu'on s'organise pour essayer de remédier à ces manques-là. Et en même temps, pendant tout ce temps-là, la nature s'est complètement déconfinée, quoi. Et moi, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire. Et des copains paysans qui me disaient qu'ils avaient des images qu'ils n'avaient jamais vues, quoi, dans les champs ou dans les vignes, d'animaux, pas de pollution visuelle, pas de pollution sonore, et voilà. Donc voilà, cet article parle de ça, en fait. Un printemps suspendu. Alors pour revenir à ce soir, alors, il y a une phrase aussi importante dans nos discussions autour de la cuisine, qui est de dire que manger est un acte politique. Et finalement, le choix de ce soir, puisque bon, Manifesta est aussi une manifestation politique, on l'a bien vu dans les propositions, je veux dire politique au sens des affaires de la cité. Oui. Donc qu'est-ce que ça veut dire, manger est un acte politique, traduit dans les choix de ce soir, puisque la performance, c'est de présenter quelque chose que tout le monde va pouvoir goûter, puisqu'on a mis un dispositif possible. Et donc ce sera notre pause avant d'écouter Samia Eni, et donc l'émission avec Radio Grenouille qui clôturera cette soirée. Pierre Janetti. Alors, c'est vrai qu'à la base, l'idée était de faire une performance. Moi, ce que je voulais, c'est que chaque personne, chaque acteur soit directement qui finalise une recette, en fait. Donc, l'idée, c'est de prendre des ingrédients totalement méditerranéens qui sont liés aux deux rives. Donc, il y a le citron, les pois chiches, les légumes de saison, il y a les concombres, l'ail, les amandes, le pain rassis, enfin tout ça. Et en fait, je voulais que... moi, j'aime pas trop finir les recettes, en fait. Ça me dérange toujours de mettre, moi, personnellement, mon idée de finir une recette. Et j'aime bien quand chacun puisse s'accaparer un peu une recette, c'est un peu l'intimité de chacun, c'est son goût. C'est pas un point final, ce sont des points suspendus. Et ce que j'aime, c'est qu'une recette, elle n'est jamais finie.
une recette qui se répète est fatigante, elle n'est pas très intéressante, quoi. Une recette, elle est belle quand elle a toujours l'accident du jour, où il y a la petite découverte, où aujourd'hui on a trop salé, ou aujourd'hui on a mis trop de vinaigre, et puis finalement on essaie de trouver un compromis, et il y a toujours une évolution. Donc là, l'idée, c'était de faire vraiment quelque chose avec de l'espace d'ici, et que chacun puisse être en intimité, avec une intimité avec les produits, et finaliser quelque chose, de prendre une salade de légumes. En fait, l'idée, c'était de partir sur des légumes grillés, des légumes barbecue, et après, que chacun puisse se les agrémenter avec des condiments. Surtout, mettre des condiments, dire que ma vision de la cuisine, c'est que la protéine animale, il faut s'en défaire, et il faut la garder petit à petit, comme pour quelque chose d'exceptionnel, de festif, ou un condiment, ou un assaisonnement. Et là, l'idée, c'était, on a fait une chapelure d'agneau, donc voilà, c'était l'idée aussi d'avoir ce discours, dire que voilà, on peut pas, il faut arrêter de manger de la viande à outrance, quand on en produit à outrance, c'est un cataclysme mondial, c'est défrichage de forêt pour faire pousser du soja, en plus cette dépendance à ce business de céréales qui c'est que de l'eau, c'est que du gaspillage et tout ça, surtout pour finalement finir dans des lasagnes ou dans des conserves. Et donc nous, l'idée, c'est d'être dans une cuisine de plus en plus végétarienne, presque végane, mais en fait le condiment, l'assaisonnement, le clin d'œil ou l'étincelle du plat vient par une réduction d'une viande ou d'un poisson, et voilà. Et donc là, pour revenir à ce soir, la performance, ce sera dire que vu les contraintes, on ne pouvait pas s'amuser à se mélanger, à que chacun touche avec les doigts. Et avec, donc en fait, il y a une petite soupe, un premier petit plat, qui est une soupe qui est un ajo blanco, qui est un gazpacho andalou. C'est un gazpacho sans légumes. C'est un gazpacho, c'est du pain rassis, des amandes, du vinaigre, de l'huile d'olive et de l'eau. Basta. Et donc ça fait une genre de ajo blanco. Ajo blanco. L'ail blanc. Voilà pour commencer. Donc ça sera avec un petit clin d'œil, parce qu'il y a les vendanges en ce moment, donc on a mis du raisin. Un petit peu de raisin. Donc ça, c'est juste une petite soupe à boire comme ça, sans cuillère. Voilà. Et ensuite, c'est un petit plateau, presque le plateau d'avion, quoi, ou le bento, donc où il y a plein de des ingrédients. Et voilà, ça sera à vous de vous amuser avec. Et donc, bon, je peux vous faire. On sait ce qu'il y a dedans quand même. Donc, c'est à chacun de le gros du plateau, ce sont des légumes rôtis. Donc, il y a des aubergines, il y a des courgettes, il y a des courges, butternuts et des potimarrons. Donc, c'est les légumes qu'on a en ce moment, qui sont juste rôtis sur un coulis d'herbe. Et après, à côté, il y a une harissa maison avec une chapelure d'agneau. Donc, ça, vous pouvez l'utiliser pour mettre sur les légumes. À côté, il y a aussi un petit peu de morue, parce que moi j'aime bien la morue, parce que c'est quelque chose de méditerranéen, c'est aussi la sobriété du poisson, c'est quelque chose qu'on garde, on n'a pas besoin de frigo, c'est au Sahel, j'aime bien ces recettes ancestrales de conserver le poisson. Ensuite, il y a du pain pita, mais qui a été frit, donc comme un genre de petit croustillant. Donc il y a l'unité de morue, et il y a quoi? Il y a les pois chiches. Donc en fait, l'article que j'avais fait l'an dernier pour la famille de la Méditerranée, avec Henri inspiré Fazi, par le traité du pois chiche. Voilà, en fait, qui est aussi un producteur, un paysan et producteur de pois chiches. Donc là, j'ai récupéré ces pois chiches parce qu'il n'y en avait plus de la précédente récolte. Et donc c'est juste une salade de pois chiches. Il y en a qui sont cuites, et il y en a qui sont frites. Donc on a tout mélangé et on a lié ça avec du citron rôti. Donc c'est des recettes où on essaie d'extraire le concentré du citron avec tout, la peau, le blanc, tout passe là-dedans, et avec de la tahine. Et donc voilà, et ça donnera tout ça des petites séquences de cuisine méditerranéenne. On peut être en Andalousie, on peut être dans les Pouilles, on peut être voilà, un peu partout en Méditerranée, avec la tahine au Moyen-Orient. Et en dessert, il y aura à part donc un petit clafoutis aux prunes, parce que en ce moment c'est l'explosion des prunes, avec une petite mousse de fleurs d'oranger et de citron bergamote de Calabre. Voilà. Mais si avec ça après vous n'avez pas faim. Donc ensuite il y a un petit buffet boisson. Donc on a fait une citronnade de maison. Et ensuite il y a du vin blanc, rosé et rouge en vin naturel. Donc ce sont des vins qui sont
Naturel, ça veut dire qu'il n'y a pas d'intrants dans la culture de la vigne et pas d'intrants dans la vinification. Donc c'est l'expression même du raisin, du travail du vigneron. Et voilà, donc il n'y a pas de protocole particulier parce que donc nous, c'est nous qui allons servir les verres. C'est Violaine qui va servir les verres, donc personne ne touchera les verres. Après, vous récupérez Après, gardez vos verres, voilà. Donc il y a pour la citronnade et l'eau pétillante, on a des verres en carton, il y a une poubelle après, et après pour le vin, il y a des verres en verre, et voilà. Et ensuite, donc le premier plat, donc la petite soupe Rao Blanco, là c'est déjà prêt, donc vous prenez, vous le buvez et vous le jetez. Tout ce qu'on utilise, c'est pas du plastique, ce sont des amidons, donc c'est compostable. Donc moi je les récupère tout ça. Donc il y a une poubelle sous les platanes. Et ensuite, vous aurez avec votre petit plateau, avec un kit de couverts. Donc vous aurez l'autonomie de pouvoir l'ouvrir et de pouvoir vous asseoir ou vous mettre sur les marches ou sur les transats pour vous amuser avec ça. Et pareil, une fois que vous avez terminé, si vous pouvez garder une cuillère, comme ça on la gardera pour le dessert. Et ensuite vous jetez ça dans les poubelles. Ce ne sera pas à la poubelle, mais nous on les garde parce que c'est compostable. Voilà. Ben, on pourrait applaudir Pierre Janetti et avant de remercier Manifesta et voilà. Et donc, bon appétit. On va continuer la conversation sous les platanes en ayant mangé un peu. Et après, on écoutera Radio Grenouille et Samiani. Merci.